On est ravis de vous retrouver pour cet après-midi, continuer notre journée Pôle Expert Digital et Data. Toujours avec François Stéphan, ça va depuis tout à l'heure? Tout va bien, tout va très bien toujours. Super. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce qu'est un pôle expert? Alors en quelques mots, moi je dirais un pôle expert dans le groupe Omnes Éducation, c'est un groupe de personnes qui font partie de nos écoles, qui font partie de nos directions groupes, mais aussi de notre écosystème. C'est un groupe de personnes qui vont parler finalement aux jeunes, à toute notre communauté pour leur expliquer finalement des métiers sous des angles de thématiques comme le sport, le luxe, le digital et le data, plutôt que de parler d'école. Et donc c'est vraiment un ensemble très ouvert d'experts, de pros, de jeunes, de moins jeunes, qui sont là pour aider finalement les jeunes à trouver leur voie et à faire de leur passion une carrière et un métier. C'est ce que j'allais dire. En fait, le dénominateur commun de tout cet écosystème, c'est de partager le même univers et la même passion. Exactement. Et donc, le pôle digital et data, c'est ce qu'on appelle les digital lovers, c'est les passionnés. Et je crois que ce matin, on a eu un bon exemple. Tous ceux qui étaient là, y compris moi, bien sûr, de tous âges, tous des passionnés du numérique, des technologies de l'information, du digital, de la data, de tout ce qui bouge aujourd'hui dans ce secteur. Et on va continuer à rencontrer des passionnés cet après-midi avec des étudiants. Et il y a deux étudiants en particulier qui ont vécu une aventure un petit peu spéciale cette semaine, je crois. Tu veux nous faire un tout petit teasing? Ouais, alors un petit teasing, c'est l'actualité. Il s'est passé quelque chose dimanche soir, entre 20h45 et 23h à peu près. L'heure où mon mari n'était plus là, c'est ça? Donc c'est dans cet univers-là. D'accord. C'est la couleur verte aussi, quelque part. Je vous donne un petit teasing, mais vous allez voir, c'est incroyable. Eh bien, écoute, on va les regarder. Bienvenue, bienvenue chez Mon Petit Gazon. Petite société, on est 15 personnes. Donc il y a 4-5 personnes aujourd'hui, puis le reste bosse de chez soi, à Bordeaux, à Paris, à droite à gauche. D'accord, ok. Moi je me vois un peu comme un artisan, tu vois, c'est-à-dire que tu fais ton petit métier. Après avec Internet, tu peux aller très vite et toucher beaucoup de monde très facilement. Donc, tu vois, on est 15 à Paris, on touche des personnes dans toute la France avec notre jeu. C'est des métiers de start-up, donc c'est développeurs, UX, UI, designers, et chefs de projet, commerciaux, voilà. Donc c'est start-up technique, quoi. Je vous montre la suite de notre loft. Donc on est tous en bas pour bosser, et puis là, quand il y en a qui veulent s'isoler un peu, ils viennent ici, on déjeune tous ensemble là-bas. En fait, on est 3 associés. Benjamin, Greg, qui vivent à Bordeaux, qui viennent 2 jours, 3 jours par semaine ici. On s'est dit que ce serait dément de faire un jeu de foot avec une connexion entre ce qui se passe sur les terrains réels et notre jeu virtuel. On a lancé le jeu, on a mis 1 an. Nous, en fait, on a appris notre métier dans une agence. On aidait les marques à faire des sites, des applications, à faire du CRM, de la data, enfin tous les nouveaux métiers du marketing digital. Et en fait, ce qu'on a fait pour les marques, à un moment, on s'est dit, on sait le faire pour nous, donc faisons notre jeu avec tout ce qu'on a appris, quoi. Je m'occupe de la partie business, donc je vois que le jeu est financé à 70% par la pub. Donc en gros, je vais voir les marques pour dire faites de la pub dans mon app. Je m'occupe des partenariats avec les médias, genre avec l'équipe, avec Eurosport, avec Combini, avec toutes ces marques-là. Tu fais 10 000 trucs sur l'administratif, les RH, la finance, tous les à côté. On a checké un peu votre profil LinkedIn. Vous mettez en tant que mixing football and tech. J'avais écrit un bouquin sur comment faire du marketing sur Internet en 2005. Il n'y avait pas Instagram à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, tu vois, c'était l'ancien monde. Et donc j'ai toujours baigné là-dedans, ça m'a toujours excité, ces nouveautés. Il y a encore des nouveautés aujourd'hui. On parle de métaverse, on parle de NFT, on parle de crypto, on parle de blockchain, il y a plein de nouveaux trucs. Et de l'autre côté, je suis un fan de foot depuis toujours, je joue encore au foot. En fait, j'ai combiné un peu ce que je savais faire et ce qui me passionnait, et on a réussi à faire une boîte et qui marche bien, donc c'est chouette, quoi. On recherche des développeurs front-end et back-end et ça manque à Paris. On a fait un truc drôle pour recruter. Sur le site, tu peux afficher les lignes de code. Et en fait, on a mis des messages cachés là-dedans. Nous, on utilise le React Native en front-end, qui est un code qui a que 5 ans d'existence. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont spécialisés là-dessus. On utilise du Node.js en back-end. Pareil, une recherche assez concurrentielle.
Moi, je sais qu'à l'époque, on cherchait à avoir Danone, L'Oréal ou les belles marques françaises. Et en fait, souvent, c'est pas là-dedans que tu apprends vraiment. C'est ton premier taf, c'est vraiment un taf où tu vas apprendre. Donc, choisis plutôt une petite boîte avec un patron une patronne qui va donner des responsabilités. Tu vas vraiment apprendre. Tu vois, c'est là en fait où tu en chies. Donc, plutôt que d'avoir un beau logo sur ton CV avec un truc où tu auras ça de responsabilité parce que c'est dans une boîte avec 30 000 personnes et qu'en fait, toi, tu vas rien faire du tout. Moi, je choisis plutôt une petite boîte où tu apprends. J'espère que tu vas dire à tes potes, jouer à mon petit gazon. Oui, hein, on va leur dire de jouer à mon petit gazon. Quelle opportunité de folie de rencontrer comme ça des entreprises dans l'univers du digital et de la data. Ça fait aussi partie des missions que vous vous donnez au sein du pôle sport. Oui, bah alors déjà, merci beaucoup à toute l'équipe de Mon Petit Gazon de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli nos deux étudiantes là, du groupe d'école du groupe Omnes Éducation. Je crois qu'elles ont vraiment découvert plein de choses. Effectivement, c'est les missions du pôle. J'ai envie de dire que c'est les missions globalement aussi d'un groupe d'enseignement supérieur comme nous. C'est de faire le lien entre le monde du travail de l'entreprise. Alors, je ne sais même pas s'il faut appeler ça une entreprise, hein, c'est une start-up, je ne sais pas ce que c'est. Et puis le monde des jeunes, des étudiants, et puis faire rencontrer les deux autour finalement d'un nom commun, c'est la passion. C'est-à-dire, nous, notre mission, c'est amener les jeunes vers le métier de leur rêve, leur premier job, parce qu'après, ils feront plein d'autres jobs. Et en même temps, on voit bien, il y a des entreprises, là, une très belle start-up, qui n'arrivent pas à recruter. Ils cherchent des développeurs back-end, front-end, etc. Ils n'y arrivent pas. Donc, comment nous, on peut les aider à trouver les bons profils et peut-être aussi les aider à faire des nouvelles formations. Donc, c'est nos missions aussi de créer des nouvelles formations en fonction de ce que les gens qui recrutent les jeunes ont besoin. Être connecté au marché pour identifier les besoins et réussir à connecter les deux. Voilà, et puis en plus, on est dans des domaines, il l'a expliqué, qui bougent très très vite. Ouais. Le digital et le data, ça bouge à une vitesse folle. Et donc, il faut être toujours vraiment aware, comme disait quelqu'un, pour toujours être bien connecté, écouter, dialoguer avec les entreprises. Les très grosses aussi, parce qu'on a quand même des diplômés qui vendent des entreprises de 30 000 personnes et qui font des choses quand même. Et aussi dans les petites startups, dans les moyennes, les PME, les PMI, etc., les ETI. Et c'est écouter, dialoguer avec ces gens-là, être à l'écoute des nouvelles technologies, de ce qui se passe, des nouveaux usages, prendre une grande cuillère, mélanger tout ça et fabriquer des nouvelles formations. Un vrai job de médiateur. Est-ce que tu as d'autres exemples de jolies anecdotes d'étudiants qui sont allés aussi comme ça dans des entreprises un petit peu étonnantes ou amusantes? Alors moi, j'ai l'exemple d'un étudiant de l'ECE que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps au Forum international de la cybersécurité à Lille où nous étions, et l'étudiant, qui est un étudiant de l'ECE, l'école d'ingénieurs, est venu me voir, me rencontrer pour m'expliquer son parcours. Et lui, sa passion, c'est bien évidemment le digital et la data, mais plus particulièrement la cybersécurité. Alors, on en parle tous les jours, malheureusement, mais c'est un sujet vraiment d'actualité où on manque énormément de talents. Le plan gouvernemental de 1 milliard d'euros qui a été lancé au printemps dernier dit qu'il faut juste doubler le nombre de talents dans les 4-5 ans, passer de 35 000 à presque 80 000. Eh bien, lui, il a fait des stages dans des entités du ministère des Armées, mais oui. Et ce qu'il m'a dit, et je peux le dire parce qu'il m'a autorisé à le dire, il va rentrer, donc il démarre sa 5e année à l'école d'ingénieurs, l'ECE. Eh bien, il a obtenu une bourse du ministère des Armées, de l'armée de l'air, une bourse qui lui paye ses études plus sa vie d'étudiant pendant 1 an. Et ensuite, à l'issue de son dernière année, quand il sera diplômé de l'ECE, eh bien, il va rentrer dans l'armée de l'air et il va être officier aspirant en cybersécurité. Ça montre vraiment les besoins du marché en recrutement sur ces… ils sont prêts à investir. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'être militaire pour aller œuvrer faire carrière, à la cyberdéfense de notre pays, de notre continent. Et effectivement, le ministère des Armées est un bon exemple et a des besoins énormes de recrutement de talents. Merci beaucoup pour cet exemple. Quand on parle de métier du digital, et je trouve qu'on s'en rend compte depuis ce matin, en fait, c'est un spectre qui est extrêmement large, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Moi, quand on parlait digital et data, moi, je vois aussi des geeks, mais pas que, en fait. Voilà, alors ce qui est intéressant dans la petite visite de mon petit garçon, c'est que lui, il vient du digital marketing et puis se vient à être cofondateur d'une entreprise très tech, comme il le dit. Tout à fait. Donc finalement, c'est la rencontre de ces deux secteurs. Après, effectivement, le digital est partout. Avant, on parlait du numérique, on parle aussi du digital. Je citerai le fondateur de Netscape. Alors Netscape, c'est le prédécesseur de Chrome et de tous les navigateurs. C'est l'ancêtre, Marc Andreessen, qui a dit il y a quelques années, en anglais, il a dit « Software is eating the world », pour dire que le numérique est partout et sera de plus en plus là. Si vous regardez, pour retrouver des sujets un peu plus d'ingénieurs, une voiture aujourd'hui, les voitures récentes, ce sont de véritables smartphones où
il y a autant de quantité de logiciels, ce qu'on appelle de lignes de code, aujourd'hui dans une voiture, embarquées dans une voiture, que tu en as par exemple dans ton ordinateur portable. C'est à peu près 100 millions de lignes de code. Dans une voiture, il y a 50 petits ordinateurs qui communiquent, il y a 3 ou 4 réseaux informatiques, il y a des capteurs partout. Donc le numérique, il est partout. Aujourd'hui, lorsqu'on commande évidemment sur Internet, le numérique est derrière. Donc voilà, donc le digital, il est partout. Le marketing, il est maintenant digital ou il n'existe pas, il est même digital et data. Donc c'est vraiment, je dirais, une évolution absolument énorme. On parle d'ailleurs de la double transition qui constitue le défi de notre demi-siècle. C'est la double transition environnementale, bien entendu, avec le réchauffement climatique et les enjeux d'environnement, de biodiversité, de recyclabilité. Et puis l'autre transition, c'est la transition numérique. Et les deux sont très liés. Ouais. Et les deux sont très liés puisque effectivement, d'une part, le numérique a bien évidemment des impacts sur l'environnement. D'ailleurs, nous, on y travaille beaucoup et on enseigne beaucoup sur ces sujets-là. Quel est l'impact du numérique sur l'environnement? Il faut y faire très attention. Mais le numérique est aussi un contributeur, je dirais, à la transition environnementale. Je prendrai juste un exemple, l'installation des sources de production électrique renouvelables, comme l'éolien ou comme le solaire. Eh ben, quand on doit connecter ces sources dans le réseau existant, les faire fonctionner, les piloter, eh ben, il y a besoin de la data, l'analyser en temps réel, la production, la consommation. Et ça, c'est grâce à la data, au digital, à l'informatique au sens très large du terme. Donc on a un spectre de métiers qui est très varié. Est-ce que le fait justement de faire partie d'un groupe comme le groupe Omnes Éducation, anciennement InSecu, je repasse l'information, et qui est lui vraiment multidisciplinaire, justement, est-ce que c'est une solution pour réussir à adresser ce type de sujet? Parce que quand on parle du marketing, de la data, des métiers d'ingénieur, c'est très large. Est-ce que on peut justement adresser ça grâce au fait d'être multidisciplinaire? Oui, alors comme le disait Florence, vous êtes dans la bonne session. Hein. C'est bien la session InSecu, Digital et Data, c'est le nouveau nom. C'est une trêve de plaisanterie. Oui, bien évidemment, je crois que c'est très important et je trouve que ce qui a été vu et ce matin et cet après-midi déjà l'illustre bien. On a besoin de compétences multiples. Aujourd'hui, pour travailler dans une entreprise, dans n'importe quel métier, en finance, en marketing, en commercial, en production, il faut avoir de plus en plus de connaissances dans ce que c'est que ce digital, cette data, avec des niveaux de profondeur plus ou moins importants. Ce qui fait que, et à l'inverse, quand on est ingénieur ou expert dans des technologies, on doit savoir communiquer avec les autres, on doit savoir manager des projets. Ce matin, voilà. Ce que disait. Et donc, c'est des compétences hybrides. Moi, j'appelle ça les compétences de l'honnête homme. Il faut un petit peu connaître un petit peu de tout avec certains sujets sur lesquels on est très expert. Et qui mieux qu'un groupe comme le nôtre peut proposer de façon très fluide, très intégrée, et en même temps très personnalisé à nos étudiants des parcours comme ça, hybrides. Par exemple, je vais commencer à faire un bachelor en développement data, par exemple. Je vais être un super pro de la data. Et ensuite, je vais faire un MSc en marketing digital dans une autre école du groupe, mais on en parlera un peu plus tard dans l'après-midi. Exactement, on réserve ça pour tout à l'heure. Si on revient à un sujet un peu plus terre à terre, vu qu'on est entre nous, concrètement, les jeunes y trouvent un job à la sortie de ce type de formation? Ils choisissent, c'est pas qu'ils trouvent un job, ils choisissent leur job. On a bien vu avec l'exemple du patron de Mon Petit Gazon, il y a des demandes qui ne sont pas pourvues aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de demandes de recruteurs qui ne sont pas pourvus en général en France, mais en particulier sur ces métiers du digital et du data. Les employeurs, les entreprises ont du mal à trouver les talents et donc les jeunes diplômés choisissent. Après, ce n'est pas évident de choisir et donc nous, on est là pour les aider dans leur parcours, dans leur réflexion parce que c'est important quand on démarre dans sa vie professionnelle de choisir un job qui nous plaît et qui nous passionne. C'est un peu le sujet de la journée. Puis le spectre étant si large, il faut réussir à se frayer un chemin, à faire des choix. Il y a un tri à faire en tout cas. Et oui, il y a un tri parce que c'est un peu un buzzword, digital et data, où c'est un mot valise, où on met énormément de choses. Mais ça veut dire beaucoup de choses différentes et ça dépend. Quelqu'un qui va être plus technique ou plus marketing, il trouvera sa voie. Ça marche. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Je vous propose de passer à la session suivante qui est la session pitch. On va continuer nos rencontres avec les pitchs des projets d'étudiants des écoles. D'ailleurs, François, est-ce que tu veux juste nous parler un petit peu de l'importance des projets au sein de la pédagogie ? Oui, parce qu'effectivement, là, on va avoir des pitchs d'étudiants. Donc, dans les étudiants du groupe, on met de plus en plus de sessions de projets, c'est-à-dire comment apprendre les choses en les faisant. J'ai envie de dire en mettant les mains vraiment dans le moteur, dans le cambouis, pour se confronter. C'est un petit peu ce qu'expliquait aussi le fondateur de Mon Petit Garçon. C'est en faisant qu'on apprend. En anglais, on appelle ça « learning by doing ».
Donc bien évidemment, dans nos écoles, il y a besoin d'avoir des cours un peu théoriques sur, je sais pas, sur la data. Il faut connaître un petit peu les maths, les statistiques, etc. Mais après, surtout, c'est beaucoup de pratique parce que c'est un peu des recettes de cuisine en cybersécurité. C'est pareil en data marketing, c'est pareil. En marketing digital, c'est pareil. Et donc, c'est en faisant des choses, en faisant des projets. Et donc ça, nos écoles le proposent de plus en plus. Et dans les projets, il y a après des coachs, des tuteurs qui viennent des entreprises ou bien du corps enseignant ou des chercheurs dans les écoles qui ont des centres de recherche. Et c'est comme ça que les étudiants progressent petit à petit. Et puis, il y a certains étudiants qui vont monter des startups. Comme on a pu qui le voir vont ce apprendre matin à avec pitcher. Ilan. Voilà, ils montent des startups, même avant même d'avoir été diplômés, ou quelquefois ils sont diplômés et en parallèle, ils montent leur startup. Et puis, il y a de plus en plus d'étudiants qui croisent aussi les parcours, qui vont travailler ensemble, des élèves d'une école d'ingénieur, des élèves d'une école de design ou de management, par exemple. Donc, c'est de plus en plus important. C'est comme ça qu'on apprend la vraie vie. Et nous, notre mission, c'est de vous apprendre la vraie vie. Eh bien, le mode projet, on va le découvrir en live maintenant avec nos étudiants. Alors, notre premier étudiant s'appelle Pierre Philibert. Il a un projet qui s'appelle WISP. Et il va avoir 5 minutes pour nous pitcher son projet. La scène est à toi. On va compter 5 minutes. Si quelqu'un peut faire le maître du temps. Tu te le fais à toi-même, c'est bien. Tu t'auto-autonome jusqu'au bout. On te laisse nous pitcher ton projet. WISP. Parfait, merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire, l'histoire qui explique pourquoi et comment je suis devenu l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Cette histoire elle commence en 2018. À l'époque, j'ai la chance de partir en Thaïlande pour un semestre d'échange grâce à mon école, le CE Paris. Et là-bas, j'identifie un problème, les embouteillages. Si vous êtes déjà allé à Bangkok, c'est quelque chose qui n'a pas dû passer inaperçu, mais vous avez des embouteillages tous les jours à n'importe quelle heure de la journée. La deuxième chose qui est choquante, ce sont la gestion des feux. Ce qui est bien à Bangkok, c'est que vous avez des petits compteurs à chaque intersection qui vous affichent le temps d'attente restant. Vous pouvez avoir du 100 secondes, 200 secondes, 300 secondes. Parfois, j'ai même eu du 500 secondes. 500 secondes, c'est presque 9 minutes. Bon, pour donner un ordre de grandeur, en France, la limite qui n'est quasiment jamais atteinte, c'est 120 secondes. Bon, ça fait réfléchir un peu. Je suis rentré à Paris. Il fallait faire un projet, le PPE, le projet pluridisciplinaire en équipe. Là, avec les copains, on voulait utiliser de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui nous passionne. Hein. Ça tombe bien, on est dans le digital et le data, voilà, on voulait faire de l'intelligence artificielle pour valoriser notre CV auprès des entreprises lors d'entretiens d'embauche. Bon, on veut faire de l'IA, très bien, mais il faut l'appliquer à une problématique, à un sujet. C'est pour cela qu'on a décidé de l'appliquer à la problématique identifiée à Bangkok. Est-ce qu'avec de l'intelligence artificielle, nous pouvons optimiser le fonctionnement des feux pour fluidifier le trafic urbain? Et c'est exactement ce qu'on a fait. On a travaillé pendant 2 ans, donc là c'était le PPE, puis ensuite le PFE, le projet de fin d'études, pardon. Et pendant 2 ans, on a rencontré des collectivités, des industriels, des investisseurs qui nous ont fait part de leur intérêt pour notre projet. Et arrivé ensuite janvier 2021, où j'ai dû prendre, je pense, la décision la plus difficile de mes 5 années au sein de l'ECE, à savoir est-ce que je fais mon stage de fin d'études au sein de l'incubateur du groupe INSEC, donc une option qui m'était possible grâce à l'ECE Paris, ou est-ce que je vais faire mon stage en entreprise, en l'occurrence la DRM, la Direction des renseignements militaires. Grosse décision, gros choix à prendre, et comme vous le doutez bien, puisque je suis ici aujourd'hui, j'ai décidé de continuer en start-up. Je m'étais laissé un objectif simple. Je me laissais 6 mois pour que mon projet devienne concret. Je me laissais 6 mois pour signer un premier client, pour être sûr, parce que des gens que vous allez rencontrer qui vont vous dire « Oui, ton projet il est bien, il est sympa, il est chouette ». Vous allez rencontrer plein, mais des personnes qui vont vous dire « Ok, je te mets de l'argent sur la table pour que tu développes ton projet ». Là, il y en a moins. Et mon objectif, c'est de rencontrer ce genre de personnes sur mes 6 mois. Et donc, au mois de mai ou au mois d'avril, je ne sais plus, on a signé notre tout premier client, qui est Vallée Sud Grand Paris. Et c'est pour ça qu'au mois de juillet, j'ai créé la société WISP Solutions. Et que depuis le mois d'août, j'ai donc terminé mon stage de fin d'études et que je travaille à temps plein sur mon projet. Alors ce projet, il fait quoi? Ça, je vous l'ai déjà expliqué, ça optimise le fonctionnement des feux avec l'intelligence artificielle pour fluidifier le trafic urbain. Mais notre valeur ajoutée dans tout ça, elle se situe où? C'est qu'on va voir les collectivités. Généralement, on va leur dire, on va faire mieux que ce que vous utilisez déjà. Et on va faire ça sans utiliser de capteurs sur la chaussée. Alors, ils nous regardent avec des yeux ébahis en nous disant... vous faites de la magie, comment ça marche? Le secret, si on peut appeler ça un secret,
c'est qu'on va utiliser les données des véhicules connectés, ce qui est un vrai challenge, hein, parce qu'en France, vous avez qu'entre 5 et 10% du parc automobile qui est connecté. On utilise ces données-là, on les met en entrée de notre IA, qui va communiquer en temps réel la décision au feu pour dire au feu, toi tu vas au rouge, au vert, etc. Donc là, c'est le fonctionnement du projet. Je vous ai dit qu'on a signé un premier client. On a d'autres contrats qui sont en cours de préparation avec d'autres collectivités, notamment la ville de Chatou, la ville de Vincennes, la métropole de Lille. Enfin, des beaux projets qui sont en perspective. Et notre premier déploiement aura lieu sur les villes de Clamart et Malakoff d'ici fin octobre, là, donc dans un peu moins de 2 semaines maintenant. Donc beaucoup de travail, mais ça me passionne. Donc voilà. S'il y a des questions, je les prends. On soutient. Alors, combien tu as fait? Là, il me reste 30 secondes. Oh là là, mais facile, easy quoi. Finger in the nose. Est-ce que tu as déjà une petite question, je suis sûre, non? Oui, moi je voulais dire, déjà bravo Merci. pour ce projet, c'est très chouette. Tiens, je t'en prie, viens. Oui, pardon. Ouais, on va t'entourer, Donc, on va bravo t'entourer. pour ce beau projet qui est plus un projet, maintenant c'est une réalité, c'est une entreprise. Peut-être quelques mots aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe? C'est-à-dire, quels sont tes camarades ou tes associés, j'ai envie de dire? Et est-ce que tu as des perspectives d'aller peut-être lever des fonds pour commencer à accélérer le développement de cette belle société? Bien sûr, bien sûr. Alors aujourd'hui, sur l'équipe, on est 2 à temps plein à travailler sur le projet, donc avec Timothée Collet-Desfrancs. Et on a également un collègue qui nous accompagne, qui a travaillé sur le projet pendant le PPE, qui est aujourd'hui à Montréal dans le cadre de son double diplôme, et qui lui va plutôt nous accompagner sur la partie design. Et voilà, donc Pierre Miroite, si jamais il ne se reconnaîtrait pas. Derrière, sur la partie levée de fonds, aujourd'hui, on a eu la chance d'intégrer La Fabrique, donc l'incubateur de Sud de Pub. Lionel vous en dira un mot tout à l'heure. Qui fait partie du groupe Omnes Éducation. Exact. Voilà. Et donc des ingénieurs qui vont travailler à Sud de Pub. Voilà un exemple de ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ouais, le croisement. Et donc, dans le cas de La Fabrique, on est accompagné par des super coachs qui nous emmènent à chercher, avant la subvention, avant la levée de fonds, il va y avoir la subvention. Donc, on va chercher une subvention à la BPI. Derrière, pourquoi pas un prêt d'honneur, puis ensuite une première levée de fonds. Donc, si tout se passe comme sur des roulettes, croise les doigts, on devrait chercher une première levée de fonds au mois de février 2022. Et le statut de licorne, c'est pour quand? Oh, voilà. 2023, 2024. Fin 2022. Ça va tellement vite en ce moment. Que... Ouais. Ah ouais, non, mais on essaie de garder la tête froide et puis tout ce qu'on espère, c'est que ça fonctionne dans un premier temps. Et tout le système que vous avez mis en place, il vient se plugger sur un système existant où il faut carrément changer les feux. Enfin, c'est complexe à mettre en place pour les villes? Pour les villes, non. Parce qu'on a compris que tes clients, c'était les villes. Hein. Exact. Donc, alors, non, en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire, bon, tu as une super infrastructure sur place, ne change rien. Nous, on a fait un petit boîtier électronique qui n'est pas plus gros qu'un téléphone portable. D'accord. On vient le plugger sur l'existant et ça va nous permettre de créer un canal de communication entre les feux et notre système d'intelligence artificielle qui sera dans le cloud. Et ces feux, ils sont vendus par qui? C'est qui l'entreprise qui vend ça? C'est des gros monstres qui vendent le feu Le feu en lui-même. Ouais. Voilà, vous avez des gros groupes. Donc vous avez, Parce qu'à mon avis, c'était les futurs acheteurs, ça. C'est ceux qui rachèteront dans quelques années. À mon avis, enfin, s'ils sont malins. Ces entreprises font partie des entreprises et font partie des industriels avec qui on a pu échanger pendant le PFE, le projet de fin d'études. D'accord. Donc ces groupes-là, ça va être la Croix City et Fareco du groupe Faya. Et donc oui, on échange avec eux également pour être sûr de la bonne interface entre notre petit boîtier électronique et le contrôleur. Le contrôleur, en 2 mots, c'est l'ordinateur qui est dans une armoire métallique que vous allez retrouver à peu près à toutes les intersections en France, qui va gérer le feu de manière statique ou pseudo-dynamique. Oui, pardon. Non, juste, je trouve que c'est un bon exemple. Souvent, le digital, les data, on croit que c'est virtuel, etc. Là, on voit bien le côté concret. C'est-à-dire, il y a des boîtiers électroniques, il y a de l'électronique, il y a des interfaces, il y a des câbles qui se connectent, etc. Et donc, voilà, le digital et la data, c'est aussi ça. C'est aussi être ancré dans la réalité, dans les objets. Et je crois que c'est important. Ça peut aussi… C'est pas juste dans le cloud, voilà, en fait. Ça peut être juste dans le cloud, mais il y a des métiers d'ingénieurs en particulier, des métiers de systèmes, on appelle ça les systèmes embarqués, où là, on peut vraiment s'éclater en étant aussi dans l'électronique, le logiciel embarqué, les télécoms, etc. Comment est-ce qu'on peut vous aider aujourd'hui? Vous avez besoin de quoi? S'il y a des jeunes, des moins jeunes, enfin qui que ce soit qui est derrière son écran,
De quoi vous avez besoin? Aujourd'hui, ce que vous pouvez tous faire ici, c'est sortir votre téléphone, aller sur LinkedIn et suivre Wisp Solutions. Déjà, on va le faire, ça déjà. On compte sur vous. Exactement, WISP. Alors Wisp, pour la petite anecdote, ça veut dire feu follet. C'est avec les camarades de la 4e année à l'ECE. On voulait appeler le projet Feu Follet, et puis il y en a un qui a dit Feu Follet c'est long quand même, comment on dit en anglais, et hop, Wisp. Donc voilà, donc Wisp, solution au pluriel, sur LinkedIn. Et puis non, aujourd'hui. On peut suivre toi d'ailleurs, j'imagine aussi, on peut te retrouver sur LinkedIn. Oui, tout à fait, hein, sur les employés de Wisp Solutions, voilà, on est 3, je fais partie des 3, vous me retrouvez assez facilement. Attention, on est 2 Pierre du coup, mais voilà, vous nous reconnaîtrez. Derrière, comment vous pouvez nous aider? Si vous connaissez des personnes qui travaillent dans des collectivités, des réseaux d'agglo, ou voilà, peu importe, leur en toucher un mot. Je pense à quelqu'un. Moi, je connais quelqu'un. Je connais le responsable du numérique d'une commune proche banlieue parisienne. Donc, c'est une bonne journée. Voilà. On note et on t'envoie ça. C'est venu faire ton shopping. Et exactement. Et donc, si vous, derrière, là, votre écran, pareil, vous pensez à du monde, n'hésitez pas à mettre un message. Ce serait... La motivation profonde qu'on a chez Wisp Solutions, c'est se dire on veut déployer un projet qui permette à tout le monde. En fait, c'est-à-dire que le jour où on branche ce petit plugin et qu'il fonctionne, je peux faire ce que je veux. Je peux être avec vous, discuter, etc. Je peux être chez moi en train de regarder un film, en train de dormir, peu importe. J'aurais déployé qui permet tous les jours à toutes les personnes ici d'économiser du CO2, d'avoir un impact, etc. Sur le site, tu parlais beaucoup de... oui, je crois que c'est sur votre site que je suis allée. En tout cas, j'ai fait des petites recherches. Il y avait la notion de pollution, de baisse de la pollution. Tu nous en as pas parlé dans ton pitch tout à l'heure. C'est vrai. Faut le réintégrer, ça, parce que c'est important, ça. C'est vrai. Non, alors que c'est une des pièces fondamentales de notre motivation aujourd'hui. C'est ton sens, j'imagine, derrière. Exactement. C'est le why du cercle doré de Simon Sinek, j'ai envie de dire. Mais c'est-à-dire que la raison pour laquelle, avec Timothée, on peut passer des semaines entières à travailler sur ce projet-là, à travailler pendant le week-end, à ne pas se prendre de vacances, etc. La raison profonde pour laquelle pour le dire grossièrement, pour la raison profonde pour laquelle on se bute au travail, c'est vraiment pour se dire on peut avoir un impact positif sur notre environnement. Et c'est la plus grande démotivation qu'on ait aujourd'hui, c'est se dire on peut économiser du CO2. Tu vas faire un compteur qui va enlever tous les et je crois que quelle meilleure illustration de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais là c'est bien plus concret, c'est la contribution du numérique, là en l'occurrence les technologies d'intelligence artificielle, pour l'impact environnemental bien évidemment. Ouais, tu es très connecté. Sans rentrer trop en profondeur, c'est quelque part faire la part du colibri dans... C'est ça. Exact. Tu fais ta petite part. Exactement. Et puis, avec tout le potentiel qu'elle peut avoir de se démultiplier. On espère. Ouais, merci beaucoup à toi. C'était un super pitch, c'était passionnant. On te souhaite tout le meilleur dans la suite de tes aventures. Ah, alors on a des questions en ligne. Déjà, sache Pierre que tu as fait grande impression. Il y a énormément de bravo. Merci à tous. Et il y a une question qui est la suivante. Quelles sont les difficultés majeures que tu as pu rencontrer dans la mise en œuvre de ce système? Quelles sont les difficultés majeures que tu as pu rencontrer dans la mise en place de ce système? Tu parles, c'est technique à ton avis comme question un petit peu? C'est ce que j'avais demandé. C'était technique. C'est pas précisé. Allez, une petite touche, on a quand même des digital lovers en face, on peut avoir une petite touche de technicité là. Mais pas trop. Pas trop, juste ce qu'il faut. Ok, sur la partie technique, je dirais qu'une des grandes contraintes, déjà il faut comprendre que tous les feux en France aujourd'hui fonctionnent grâce à un langage, un protocole de communication qui s'appelle le Deezer, qui a été inventé dans les années 90. Bon, vous n'allez pas trouver une documentation publique en ligne qui va vous dire si jamais vous voulez faire fonctionner le feu de telle manière, il faut appliquer tel. Il n'y a pas de tuto sur YouTube? Non. Alors, ceci dit, on a la chance d'être accompagné par le directeur du PCCITER, donc le centre de contrôle du département du 92 du 78, donc j'essaye de faire court, et qui est un des co-inventeurs de ce protocole de communication-là. Et même si on peut échanger avec lui, donc c'est quelqu'un qui, comme tout le monde, a des ressources limitées, du temps limité, etc. Et ben voilà, c'est une grosse barrière technique qu'on a eue, c'est-à-dire comment s'adapter au protocole de communication qu'il met en place, comment le faire fonctionner avec notre solution d'intelligence artificielle. Voilà, c'est la connexion, l'appontage de l'un à l'autre. L'appontage entre la techno du siècle dernier et la techno du siècle actuel, finalement. Et ça va être un défi, à mon avis, que pas mal doivent également rencontrer. Certainement. Bon.
On a lu l'exemple ce matin, hein, quelque part avec Radio France, parce que Ouais. les métiers d'ingénieur du son Complètement. sont des métiers qui existent depuis des décennies. On a dit que la radio fêtait ses 100 ans. Et ben, ce que fait Laurent Frisch, qui est notre parrain, hein, le C'est parrain du pôle, l'appontage avec, et ben, c'est l'appontage de ces métiers-là avec les nouveaux métiers du numérique, du digital et de la data. Complètement, ouais. Super. Est-ce qu'on a une autre petite question? On s'arrête là. Eh bien voilà, c'était ta question. Merci Parfait. Merci énormément beaucoup. pour ton témoignage. Mais C'était avec passionnant. Parfait. Et puis au plaisir de te retrouver sur LinkedIn, bientôt dans la rue, on espère, à Et tous bientôt les, à dans tous la les rue, feux, oui. à tous les feux. On pensera à toi. Merci pour tout. Tu vas les taguer, on saura quand est-ce que, Là, pour, quand est-ce que tu es présent. à Ponté. publication 2 semaines après le déploiement pour partager les premiers résultats qu'on a. D'accord, Voilà. super. Donc, Eh ben, on te suivra de près. Merci Super. beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Je vous propose de passer à notre deuxième équipe qui va nous présenter le projet TICO. Welcome. Alors, on a un micro, on va récupérer un deuxième micro qui est... Ah, c'est Marie. Hop, hop, hop. 5 minutes pour nous pitcher votre projet, vous êtes prêts? Allez, à vous de jouer. Alors bonjour à tous, on est TICO, je suis Sarah, voici Axel, on a aussi un troisième membre qui est dans le public. On est actuellement incubé à l'incubateur de l'INSEC, l'IncubINSEC. Alors en septembre de l'année dernière, on entrait en dernière année de notre cursus ingénieur à l'ECE et on devait faire un projet de fin d'études. Et donc on s'est dit, ok, on va essayer d'aller le plus loin possible avec ce projet. Donc on s'est dit, autant faire un projet qui nous tient à cœur. Et donc on a décidé de faire un projet sur les océans parce qu'on est passionné par les océans. Plus précisément, on a décidé de se focaliser sur la sensibilisation aux océans parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas conscience de l'importance de préserver les océans. Et donc... Comment? Quel outil? On Par a- quel moyen vous avez Oui. réussi à atteindre Et donc cet notre objectif? problématique, c'était comment sensibiliser le public aux océans. On a décidé de se focaliser sur les aquariums, de commencer par les aquariums parce que c'est l'endroit idéal pour découvrir ce magnifique écosystème qu'est l'océan. Donc on s'est rendu à l'aquarium de Paris et on a envoyé, vu que c'est l'aquarium le plus proche de notre campus, et on a envoyé des questionnaires à plusieurs autres aquariums français pour identifier le problème des aquariums et savoir comment les aider. Et donc ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait deux problèmes principaux, enfin deux pain points principaux. Le premier, c'est que un visiteur sur deux est insatisfait des systèmes d'affichage d'informations dans les aquariums, c'est-à-dire les pancartes et les écrans. Soit il y a trop peu d'informations, soit il y a trop d'informations, et parfois il n'y a même pas du tout d'informations pour certaines espèces. Le deuxième problème, c'est que les aquariums peinent à sensibiliser et à éduquer leurs visiteurs aux océans. On était donc déterminés et convaincus qu'il fallait travailler avec les aquariums pour les aider à améliorer l'expérience de visite en ce qui concerne les affichages d'informations et les aider à sensibiliser leurs visiteurs. Donc ce qu'on propose aux aquariums, c'est d'offrir à leurs visiteurs une expérience de visite unique qui est à la fois interactive, pédagogique et fun, grâce à une application mobile qui allie la réalité augmentée et l'intelligence artificielle. Donc notre application, elle permet aux visiteurs d'interagir avec les bassins grâce à une application qui permet de la reconnaissance en temps réel des espèces. Il vous suffit juste de placer votre smartphone comme ça, qui est en mode caméra, en face d'une espèce que vous souhaitez identifier. Une fois que l'espèce est identifiée, vous avez accès à une fiche d'espèce qui vous procure des informations sur cette espèce et à des informations sur la protection des océans. Mais surtout, le but ultime de l'utilisateur, du visiteur, ce sera de trouver le maximum d'espèces possibles dans l'aquarium pour compléter son aquadex, une collection d'espèces, comme le Pokédex dans Pokémon pour ceux qui ont la référence. À cela, on ajoute un système de dons. Pour chaque espèce que le visiteur va trouver, on va reverser une petite somme à des associations qui œuvrent pour la préservation de la nature et donc le visiteur devient lui-même un acteur pour la préservation des océans. Donc vous vous demandez probablement comment tout ça marche. Donc, tout ça fonctionne grâce à un modèle de reconnaissance d'images en temps réel. Donc ce modèle, c'est vraiment autour de lui que tout va graviter, puisque c'est lui qui permet la reconnaissance en temps réel des espèces. Donc pour qu'il fonctionne, ce modèle, il faut qu'il soit au préalable entraîné, et pour s'entraîner, il a besoin de data.
Ces datas, ça va être notamment des images. Donc prenons l'exemple par exemple d'un poisson clown et d'un requin gris. Pour chacune de ces espèces, il va falloir environ 500 images de chacune des espèces, où sur ces images, on va devoir dire le poisson est à tel endroit sur la photo et indiquer le nom de l'espèce. Donc une fois qu'on a fait ça pour chacune des images, le modèle va pouvoir s'entraîner et donc apprendre à différencier un poisson clown d'un requin gris. Une fois que c'est fait, que le modèle est entraîné, donc il est capable de différencier ces deux espèces, la dernière étape consiste à exporter ce modèle et à le rendre utilisable sur smartphone. Donc c'est là que ça se complique, puisque un modèle de base entraîné est très gros, très volumineux, et sur smartphone, pour rentrer dans une application mobile, il faut au maximum le compresser pour que ce soit utilisable. Donc là, on a dû trouver un compromis, puisqu'il existe un grand nombre de modèles de reconnaissance d'images. Il y en a des très lourds et des très performants, et à l'inverse des moins lourds, mais qui reconnaissent moins bien. Donc nous, notre compromis, ça a dû être de trouver quelque chose qui puisse être exporté sur mobile, mais qui en même temps offre un niveau de performance assez élevé pour pouvoir reconnaître un grand nombre d'espèces dans les aquariums et différencier des poissons qui potentiellement se ressemblent un petit peu. Donc aujourd'hui, où on en est? Donc, comme l'a dit Sarah, notre projet a commencé par le projet de fin d'études, et ensuite notre école nous a laissé l'opportunité et la chance de continuer notre projet durant notre stage de fin d'études, où là on a pu développer une première version de l'application, mais surtout être finaliste au concours MOPC, le Monaco Ocean Protection Challenge, qui est un concours international de projets qui vise à la protection des océans. Et donc on a pu rencontrer plein de personnes qui travaillent dans le domaine et gagner en visibilité. Donc aujourd'hui notre stage est fini, mais on continue le projet à plein temps, puisqu'on a espoir de mener ce projet à bien. Et donc on est en contact aujourd'hui étroit avec le Sea Life Val d'Europe, l'aquarium de Sea Life Val d'Europe, qui est très intéressé par notre solution et qui souhaite même être les premiers à en disposer. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Et, n'hésitez pas à venir nous suivre sur LinkedIn, Tico Solution. Tico, T-I-K-O. C'est ça. Merci beaucoup, bravo. C'était génial, c'est passionnant. Ce qui est top, c'est qu'on sent vraiment le sens et l'envie que vous avez de vouloir avoir aussi, vous aussi, un impact positif. Je trouve que le côté ludique, le côté jeu dont vous parliez avec le côté index, là, est juste génial. Je vois même avec nos enfants, on imagine ça avec nos enfants, mais on peut, je sais pas, je rebondissais, on peut même l'imaginer avec des team building, par exemple. Vous savez, pour les entreprises. Donc, vendre ça à des entreprises, ça devient une activité en tant que telle. Enfin, en fait, on imagine tout de suite tout le business qu'il y a derrière. Je me posais une question, justement, le business model. Vous êtes en B2B, vous vendez aux aquariums, ou bien vous êtes en B2C, vous vendez à l'utilisateur lambda en version freemium. Enfin, c'est quoi un peu l'idée du business model? Alors, le business model, ça a été une de nos grosses questions, parce qu'il a énormément changé. Il a été en B2C, puis en B2B. Et il changera sûrement encore, c'est normal. Probablement encore, mais là, on se dirige vers quelque chose d'un peu plus stable. Ouais. Et donc, c'est un peu un modèle hybride, puisque l'aquarium va payer pour avoir notre solution à disposition, pour qu'on fasse la solution avec ses espèces, tout ça. Oui. Et ensuite, c'est le visiteur qui, lui, paiera quand il arrive. Alors, comme un audio guide, en fait. C'est exactement ça. Donc, il y aura des smartphones à disposition à l'entrée de l'aquarium, et il aura juste à payer quelques euros pour prendre, s'amuser, compléter son aquadex, découvrir des espèces, le reposer à la fin, et voilà. Et c'est prêt déjà, ou c'est pas encore Alors, j'ai oublié de lui dire, mais on a déjà une démo qui fonctionne, qui reconnaît 27 espèces, qui a les principales fonctionnalités, donc les fiches espèces correspondantes, une fois qu'on a débloqué l'espèce, qui s'ajoute à l'aquadex, tout ça. Donc c'est pas encore finalisé, il y a encore du travail, mais on sait que c'est possible, on sait que la reconnaissance marche. Donc il y a encore du travail, mais c'est en bonne voie. D'accord. Est-ce que tu avais une question? Alors déjà bravo, vous avez un très très beau projet, vraiment très très chouette. Moi, ce que j'ai noté, c'est que sur les moteurs de reconnaissance d'image, vous n'avez pas cherché à recréer des choses, à redévelopper, vous êtes allé dans tout l'écosystème et on sait que dans ce domaine-là, il y a plein de choses qui existent. Sur étagère, on appelle ça l'open source. Et en revanche, votre travail difficile, ça a été d'identifier le bon algorithme pour la bonne situation et le bon cas d'usage. Je voulais plus largement, comment vous inspirez un peu, comment vous inspirez de ce qui se passe autour de vous. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à une appli que vous connaissez sans doute, qui est Shazam, voilà, qui existe depuis plusieurs années et qui à l'époque était juste incroyable. Aujourd'hui, on voit il y a des applis pour les plantes. Vous allez en forêt, vous pouvez les bouteilles de vin. Vous pouvez chasamer du vin, chasamer des plantes, etc. Ouais. Comment vous vous inspirez de tout ça? Comment ça a été une source d'inspiration pour votre solution à vous de Tico? Alors, à la toute base, l'idée, c'était pas forcément de faire une application qui reconnaisse des poissons, c'était plutôt de faire un masque de plongée pour ceux qui font du snorkeling ou de la plongée sous-marine, qui reconnaissent les espèces directement sous l'eau pour vous donner des informations sur ce que vous voyez. Mais c'est quelque chose qui
se fera peut-être un jour, mais qui est extrêmement Une fois que compliqué la base sera techniquement. remplie aussi déjà. C'est ça. Mm. Et qui n'a pas forcément de business model viable derrière. Donc on s'est un peu tourné vers les aquariums, puisque ça touche un public qui est encore plus gros que les gens qui font du snorkeling. Donc vous avez quoi, 6 mois d'existence et vous êtes déjà pivoté au moins 3 ou 4 fois, comme on dit. Ouais, c'est ça. Un D'accord. peu plus que 6 mois, mais oui. Voilà, vous avez déjà pivoté plusieurs fois et vous allez le faire encore. C'est-à-dire pivoter, pour ceux qui nous écoutent, les jeunes, c'est dans le monde des startups, c'est être capable de changer, d'évoluer son business model, son produit, son but. client, Voilà, de sa pivoter, cible. de bouger au fur et à mesure. Et je dirais à un moment de prendre le bon vent, de bien régler les voiles et puis d'avancer, quoi. Exactement. Et ben voilà, c'était complètement passionnant. Est-ce qu'on a des petites questions Non. Oui, vas-y, Florence. Je me posais la question si ça peut être déclinable aussi. Je pensais, il paraît que les parcs zoologiques sont aujourd'hui plus visités. Je voyais ça que Disney, Euro Disney, etc. Enfin, que ça devient vraiment. Est-ce que ça se décline, par exemple, on peut l'imaginer après être décliné pour d'autres Oui, on l'imagine de le décliner pour les zoos, même pour des serres à papillons. On a pensé à ça aussi parce que. serres à papillons, Oui. C'est un excellent. papillon, musée pour les œuvres. ça peut Oui, être- par exemple le musée d'histoire naturelle où il y a une exposition de plein d'animaux, de faux animaux. Excellent. Mais pour l'instant, on est focalisé sur les océans parce que c'est notre passion Parce que avant c'est tout. votre sens au C'est ça. départ. Oui, Ouais. exactement. Et comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider? De quoi est-ce que vous avez besoin? Le plus important pour nous, ça reste la visibilité. Donc pareil, s'il y a des gens qui regardent, qui veulent nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn notamment. Et Donc vous si- êtes sur LinkedIn, vous êtes sur d'autres réseaux on est sociaux? pour l'instant, on n'est que sur LinkedIn. On vous imagine bien sur d'autres réseaux sociaux. Oui, hein, ça arrivera. parce que j'imagine qu'il va y avoir de jolis visuels à partager Exactement. de la suite de l'aventure. Eh bien super, on vous retrouve alors sur LinkedIn. Et puis si vous connaissez des gens qui travaillent Dans les dans les aquariums. Dans les aquariums, aquariums, qui ont des dans contacts, ouais, c'est- dans les zoos. Et puis même, oui, pour les banques d'images, on a besoin de beaucoup d'images. Donc, si Ouais. vous connaissez des personnes qui Dans la data, peuvent nous passer des banques d'images d'espèces marines, on est preneurs. Bon, on passe le message à bon ententeur. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. C'était Bravo. super. Ouais. Eh bien, dis donc, que d'énergie, que d'envie de changer le monde, c'est plein de bonnes vibrations, tout ça. Ouais. Alors, on continue avec une troisième personne qui va venir nous parler. Alors là, il est un petit peu plus senior qu'un de nos étudiants. C'est Lionel Steve, c'est ça? Bonjour. Bonjour. Tu es professeur référent en Master 2, Digital et Management et médias sociaux. Ouais, C'est ça. Et tu interviens chez SUP. Sup de pub. Voilà. Voilà. Et justement, tu accompagnes des projets Absolument. d'étudiants. Absolument, on a en 5e année le projet de fin d'études qui est la création d'une entreprise, la création d'une start-up pour tous nos étudiants de 5e année. Donc on va en voir quelques-uns, je pense, quelques exemples. C'est le passage obligé du projet de fin d'études qui clôture la 5e année à Sup de Pub. C'est sur tous les campus, c'est sur le campus de Paris bien sûr, c'est sur le campus de Bordeaux et de Lyon. Et nos étudiants se mélangent entre toutes spécialisations de master pour travailler sur des résolutions de problèmes qui sont diverses. On va en voir quelques-unes, je crois. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui sont affichées. Une petite. Voilà. Voilà, alors ça c'est mon travail, c'est ce que vous venez de dire. Pierre en parlait tout à l'heure, je m'occupe aussi d'un incubateur qui s'appelle La Fabrique, qui va permettre à nos étudiants de se réunir après le projet, de pouvoir réaliser pour de bon leur projet de fin d'études. Donc ce Alors mode- ouais. Soveto, ça permet de... Alors ça va vous rappeler des choses, hein, évidemment, parce qu'on a évidemment ça pour les humains, nous les humains, mais Soveto est aussi une application qui permet de prendre rendez-vous chez le vétérinaire et va collecter la data des animaux de compagnie et la transmission du DMP chez le vétérinaire. Donc c'est un moyen très simple d'avoir un carnet de santé finalement pour son animal de compagnie dans sa poche. Ce qui est assez pratique. Ce qui est assez pratique, c'est une idée assez simple et à la fois assez géniale. Moi qui ai un animal de compagnie, évidemment, je pourrais m'en servir. Ce pas des projets forcément que je montre qui sont nés, mais c'est des projets qui ont été travaillés dans le cadre de ce projet de fin d'études. Ouais. Oui, ils étaient à quelle étape en fait? Ils sont allés jusqu'à... Ils sont allés assez loin. Après, la vie des startups est incertaine, comme Bien on dit, sûr. évidemment. Mais, Peu d'élus. Peu d'élus, oui. Mais très beaucoup de choses apprises en cours de route. Mais C'est beaucoup ça, la courbe d'apprentissage est énorme Voilà, c'est parce ça. que évidemment on apprend beaucoup de choses et puis ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ils apprennent en faisant et ils apprennent les uns des autres. Les apprentissages par pair se multiplient puisqu'ils travaillent entre différents étudiants, différents masters, différentes spécialisations, différents parcours. Donc c'est assez riche. Donc ça c'est Soveto.
On peut voir aussi SLOO qui permet de réguler l'exposition de ces enfants au soleil. Donc c'est un bracelet connecté, un objet connecté, un IoT comme on dit maintenant, qui permet d'enregistrer l'usage et finalement d'une certaine manière un peu prédictif sur l'exposition et d'éviter les fameux coups de soleil, surtout si on a une peau sensible. Donc voilà, c'est la data au service de la santé, on l'a beaucoup dans nos projets. C'est beaucoup de projets for good et c'est ce qu'on essaye de faire aussi dans l'incubateur La Fabrique, c'est d'aider principalement des projets comme ceux de Pierre qui font le bien pour notre communauté, qui améliorent nos vies de tous les jours en fait. Et c'est ce qu'on est assez fiers de proposer à nos ex-étudiants, même des autres écoles, hein, puisque en fait nous sommes un groupe et donc il n'y a pas de ségrégation entre les écoles, évidemment, on travaille tous ensemble. Quel est le type d'accompagnement justement qui est fait dans cet incubateur? Alors, il y a une 50aine d'heures d'accompagnement. Quand on sait que pour nos projets d'études, c'est une 12aine d'heures avec des tuteurs et par groupe, hein, bien sûr. Là, il y en a une 50aine, donc experts en finance, juridique, tout ce qu'il faut pour monter leur projet. Et puis, même une bourse de plusieurs milliers d'euros pour les aider à vraiment... aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, en tout cas, que ça ne coûte pas d'essayer, en fait. Parce que souvent, c'est un peu le frein. C'est oui, mais si on dépense de l'argent pour rien ou quoi que ce soit, et ben là, on leur donne une chance. On a évidemment des épreuves de sélection des candidats, etc. On peut peut-être voir le suivant. Fullbus. Fullbus, je le dis bien à chaque fois. Alors eux, c'est parce que notre incubateur est évidemment actif sur toutes les villes, à distance parfois, mais en présence parce qu'ils viennent nous voir. Et Fullbus permet de réduire, comme Pierre avec son projet, de réduire l'empreinte CO2 des transports, puisque va permettre de collecter la data des autocaristes pour remplir les bus au dernier moment, pour pas qu'ils partent à vide et pour pas qu'ils fassent des trajets comme ça à vide. Ça permet d'économiser des voyages en voiture, en fait, tout simplement à coût cassé. Donc Fullbus, eux, sont à Bordeaux. Le voyage en autocar à prix réduit est plus responsable. C'est exactement leur raison d'être et leur promesse. Il y a beaucoup de projets autour de la collectivité, en fait. Oui, On voit du sens collectif. Je me dis, il faudrait faire un salon où on invite toutes les collectivités pour leur présenter toutes les bonnes idées qu'il y a. Je suis partant. Hein, évidemment, parce que en fait, ce qui est touchant, c'est leur conscience de la fragilité dans laquelle leur environnement. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est le travail, l'énergie qu'ils peuvent mettre à travailler pour la communauté, en fait. Parce qu'on le sait bien, quand on est start-upper, les premières années, les premiers mois, c'est dur. On travaille beaucoup, on travaille pour rien, finalement, à part le sens qu'on y met. Le sens qu'on y met. Ouais. Et enfin, un projet qui, j'espère, nous rejoindra, et c'est Vinctura. Alors, Vinctura permet de faire un truc assez étonnant, c'est de faire don de ses datas personnelles. Vinctura va recycler la data principalement médicale, et va la proposer à des labos de recherche. En fait, il va recycler la data en nettoyant, en rendant anonyme évidemment en enlevant votre nom, évidemment, et va rechercher à proposer aux gens qui réfléchissent à nos systèmes de santé futurs, eh bien, cette data pour alimenter les différents algorithmes et autres machine learning. Non, ça c'est un projet. Alors, c'est pas des projets, c'est des projets faits par des communicants, hein, je le précise. La partie technique, en fait, par exemple du traitement de la donnée, etc. Eux, ils ont le projet du concept. Alors, ils vont parfois assez loin, parce qu'avec les outils no-code aujourd'hui, on peut évidemment arriver à une certaine étape. Et puis après, il faut des gens plus compétents, bien sûr. Mais pour la preuve de concept, le fameux POC, eh bien souvent les outils no-code, pas no data, no code, sont utilisés. Donc là, on a différentes formations qui permettent d'utiliser ce type d'outils. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, après la rencontre, quand les choses sérieuses vont vraiment commencer, eh bien effectivement, il faudra des compétences qu'on pourra trouver dans le groupe, évidemment, dans le groupe Omnes, si j'ai bien compris. C'est un peu frais pour moi aussi, hein, évidemment. Groupe Omnes, éducation, enseignement, éducation, il ne faut pas oublier. Tout à fait. Voilà les projets. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas déjà si on a peut-être des questions en ligne. Non, pas de questions particulières. Tu avais une question par rapport à... Non, mais peut-être les perspectives effectivement de l'évolution de ces incubateurs. On voit qu'avec effectivement le groupe Omnes Éducation, on sent bien que ces incubateurs sont en train de prendre de l'ampleur. Peut-être quelques éléments de perspective sur comment ces incubateurs vont grandir au sein du groupe et comment on va faire travailler de plus en plus des étudiants les uns avec les autres des différentes écoles.
Alors, moi, je pense que ce serait intéressant de favoriser encore plus la collaboration inter-école, de les faire travailler pour des projets for good, comme on dit, Tech for Good et autres for good, parce que ça donne un sens et que c'est aussi l'idée de l'école, c'est de continuer la pédagogie et de continuer cette vision qu'on a finalement de faire des projets d'entrepreneuriat pour le bien de tous et le plus possible de faire travailler entre écoles les étudiants qui ne sont plus des étudiants à ce moment-là, qui sont des semi-pros, comme je dis souvent. Donc le réseau d'alumni, ce qui se passe après aussi. Oui, en fait, c'est favoriser le réseau d'alumni, solliciter le réseau d'alumni, solliciter les différents talents. Et c'est ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est de passer des appels sans cesse. Et on est, je crois, au début de l'histoire, en tout cas, en donnant cette orientation durable aussi à nos étudiants, à nos ex-étudiants et à nos startups. Et on parle du réseau d'alumni. C'est vrai qu'en plus, faire partie du groupe Omnes Education, c'est faire partie d'une communauté d'alumni qui est assez énorme en termes de chiffres. Oui, c'est 150 000 ex-étudiants. Ouais. C'est considérable. Enfin, c'est hallucinant, souvent à des hauts postes. Donc c'est très, très intéressant. Et je pense que tout le monde peut s'entraider. Je trouve que la co-création et la collaboration peut être encore plus sollicitée avec ces temps compliqués qu'on vit. Je pense que l'entraide est plus que jamais au cœur du sujet de l'entrepreneuriat, en tout cas pour la fabrique. Tu avais encore une question ? Non, je trouve que c'est passionnant. Moi, j'avais une question sur ces projets start-up. Est-ce qu'un étudiant qui n'a pas forcément l'intention de créer sa start-up, est-ce qu'il va quand même, à un moment, être dans son mode, c'est-à-dire vivre ma vie de start-upper? Est-ce qu'il y a ça aussi dans la démarche? Dans le projet de fin d'études, en tout cas chez Subdepub, il est évident que sur les 200 projets, les 300 projets même qu'on a par promo, avec 1500 étudiants quasiment en 5e année sur tous les campus, évidemment tous ne vont pas être entrepreneurs, mais je crois que la courbe d'apprentissage est tellement incroyable parce qu'ils vont toucher à toutes les facettes de l'entrepreneuriat, de l'idée de base jusqu'à la partie finance et la partie marketing bien sûr, mais aussi un peu technique, que c'est extrêmement formateur. C'est la gestion de projet ultime. Et puis ils vont pouvoir travailler le réseau puisqu'ils vont se mettre entre différentes spécialités de master. Donc il y a vraiment une co-création, un apprentissage par pair qui est, je trouve, très intéressant. C'est vraiment le côté faire, apprendre. Oui, c'est ce que vous disiez, c'est apprendre en faisant, learning by doing, apprentissage par pair, peer-to-peer learning. C'est vraiment le centre de ces projets de fin d'études, de ces projets tout court que je pense sont menés dans le groupe, oui. Et peut-être, je dirais que cet esprit, il sert dans l'entreprise, c'est-à-dire même un étudiant qui va rejoindre une grande entreprise, cet esprit start-up, il est très demandé par les entreprises parce que les entreprises, elles ont besoin d'innover, elles ont besoin d'être créatives, elles ont besoin de faire travailler ensemble des profils tout à fait différents. Et en fait, ce qu'on apprend à nos étudiants, c'est à le faire dans un environnement sécurisé qui est celui de l'incubateur et des projets pour qu'après ils puissent le faire en vrai dans les entreprises. Oui, c'est les fameuses compétences comportementales, les compétences émotionnelles, les fameuses soft skills qui sont plus que jamais dans ces projets de fin d'études sollicités. C'est des compétences qu'on n'apprend pas forcément sur les bancs de l'école et que les entreprises demandent énormément. Le leadership, le fait d'être adaptable, de s'adapter en permanence, d'être autonome. Et on le sent déjà chez les étudiants d'ailleurs qui pitchent. Oui, et le travail même sur la communication aussi. Oui, c'est communiquer, faire passer ses idées, être à l'aise. C'est pas simple. Et donc, ces projets de fin d'études permettent cet entraînement qui n'est pas du tout théorique, pour le coup, qui est très opérationnel et très pratique. Je pense que les étudiants, en tout cas en 5e année, viennent aussi pour chercher ça, en tout cas dans les projets de toutes les années qu'on peut mener dans les écoles du groupe Omnes Education. Je l'ai bien dit là. Il faut comprendre que c'est notre premier jour à tous. Bien sûr, c'est ça, on s'entraîne. On s'entraîne, on le dit beaucoup. On répète aujourd'hui. Merci beaucoup Lionel, c'était très très intéressant, très riche. Merci. Et puis ça donne envie aussi d'aller les rencontrer et d'aller à la fabrique. Vous êtes les bienvenus. On peut venir. C'est sur le campus Eiffel pour l'instant. C'est sur les réseaux, bien sûr. Il y a un hashtag. Enfin bon, on peut nous retrouver. Et toi aussi, on peut te retrouver sur LinkedIn, j'imagine. On peut me retrouver sur LinkedIn. J'ai quelques étudiants qui me suivent toujours. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Allez, on vous propose maintenant une petite pause et on va se retrouver pour notre dernière séquence de la journée avec cette fois-ci l'idée de profiter de conseils d'experts de l'orientation dans l'univers du digital et de la data. Et on se donne rendez-vous donc à 15h45. Donc allez, 20 minutes. Pardon ? Non, c'est ça, 20 minutes. Voilà, 20 minutes de pause. Rendez-vous à 15h45. À tout à l'heure.